votre avis, en combien d'heures cette pomme sera-t-elle digérée par votre organisme? Bienvenue dans cet épisode qui va traiter de la digestion et de son anatomie. Pour bien comprendre comment s'alimenter, il est fondamental de savoir comment fonctionne tout le processus digestif. Un peu d'anatomie s'impose donc, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous encombrer le cerveau avec des détails et des termes complexes. L'idée est juste que vous puissiez comprendre les mécanismes principaux qui permettent à notre corps de capter les nutriments essentiels à son fonctionnement. Jetons un œil au programme. Pour ce premier épisode, nous allons aborder les points suivants. Anatomie du système digestif, processus digestif, comment les nutriments sont-ils absorbés, le microbiote et enfin les selles. Allez, on démarre tout de suite avec l'anatomie du système digestif. Le système digestif comprend le tractus digestif, ses organes annexes et ses systèmes de régulation neurologique ou hormonaux. Il permet, en association avec les organes annexes, d'assumer les processus de digestion mécanique et chimique indispensables à l'assimilation des nutriments. Dit comme cela, c'est un peu compliqué. On pourrait reformuler en disant que le système digestif permet de récupérer tous les éléments dont le corps a besoin pour bien fonctionner et d'éliminer ce qui ne lui sert à rien. Quels sont les éléments qui le constituent? Le tube digestif débute par la cavité buccale. C'est là que les aliments sont broyés, compactés et humidifiés. L'œsophage, c'est le conduit qui relie le pharynx à l'estomac. L'estomac, il permet de brasser et de dégrader chimiquement les aliments. L'intestin grêle, il présente 3 régions, le duodénum, le jéjunum et l'iléum, le tout mesurant plus de 6 mètres. Le côlon. Le côlon est constitué de 8 parties. L'appendice, le cæcum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, le rectum et enfin le canal anal. Le côlon est la dernière partie de l'intestin. C'est ici que la plupart de l'eau des aliments est captée. Les éléments indigestes sont compactés en fesses et stockés en vue d'être éliminés. Il y a ensuite les organes annexes, qui ont pour rôle principal de déverser dans le tube digestif les sucs permettant la digestion chimique. On trouve donc les glandes salivaires, le pancréas, le foie avec les voies biliaires. Pour bien comprendre tout le processus qui va se mettre en place, rien de tel qu'un cas concret. On distingue 5 étapes fondamentales dans la digestion. L'ingestion, c'est donc la prise d'aliments. La propulsion, il s'agit du déplacement et du mélange du contenu digestif. La digestion, elle peut être mécanique par la mastication et le brassage, et chimique par l'action des enzymes digestives. L'absorption, les nutriments traversent la paroi du tube digestif pour atteindre la circulation sanguine. L'élimination, les aliments qui n'auront pas été digérés ni absorbés sont éliminés sous forme de matière fécale. Imaginons à présent que je mange un aliment, cette pomme par exemple. Que va-t-il se passer? Comment mon organisme va pouvoir traiter cet aliment? La digestion commence dans la bouche. La première étape débute par le broyage des aliments grâce à la mastication. La bouche sécrète de la salive qui va permettre de compacter les aliments et d'initier la digestion chimique avec par exemple l'amylase, qui est une enzyme qui participe à la digestion de certains glucides comme l'amidon. Lorsque nous avalons, le bol alimentaire passe par l'œsophage avant d'arriver à l'estomac. Le bol alimentaire atteint l'estomac. Là, il se mélange au suc gastrique et à des enzymes digestives comme la pepsine qui digère les protéines. La nourriture est malaxée grâce au mouvement musculaire assuré par les parois de l'estomac et les aliments forment progressivement une pâte appelée chyme. Après avoir passé de 40 minutes à 6 heures dans l'estomac, le chyme passe par le pylore pour se déverser dans l'intestin. C'est à cette étape qu'interviennent le foie,
la vésicule biliaire et le pancréas. La vésicule biliaire va libérer de la bile qui est produite par le foie afin d'engager la digestion des graisses. Le pancréas va sécréter des enzymes digestives ainsi que des hormones comme l'insuline et le glucagon. L'amylase pour digérer les glucides, la protase pour digérer les protéines et la lipase pour digérer les graisses. C'est durant son passage dans l'intestin grêle, qui va environ durer 5 heures, que la plupart des nutriments sont absorbés. La plupart de l'eau des aliments est captée dans la dernière partie de l'intestin, le côlon. Les éléments indigestes, les bactéries mortes et autres déchets sont compactés en fesses et stockés en vue de leur élimination. Cette étape peut durer entre 12 et 48 heures, et parfois beaucoup plus. Au total, il faudra donc environ 24 heures à cette pomme pour être digérée. Regardons maintenant de plus près tout le processus d'absorption des nutriments. Maintenant que vous avez compris tous les mécanismes de la digestion, passons à une étape clé de tout ce processus, l'assimilation. Comment est-ce que le corps va tirer profit de tous les nutriments présents dans la nourriture ? C'est une phase essentielle sans laquelle tout ce qui précède aura été inutile. Sans absorption, le corps n'est pas nourri. C'est dans le tube digestif que sont principalement absorbés les nutriments. 95% de l'absorption se passe dans l'intestin grêle, le reste prend place au niveau du côlon. Regardons de plus près à quoi ressemble l'intérieur de l'intestin. Chaque jour, environ 11,5 litres de nourriture, de liquide et sucs digestifs traversent l'intestin grêle. Sa muqueuse est très développée. Elle possède des replis circulaires, des villosités, des microvillosités et des cellules épithéliales afin d'augmenter la surface de contact avec le bol alimentaire et donc d'augmenter la capacité d'absorption. Les protéines, les sucres et les vitamines hydrosolubles passent dans les capillaires veineux alors que les acides gras et les vitamines liposolubles passent par les canaux lymphatiques avant de rejoindre le système sanguin. Ensuite, les déchets quittent l'intestin grêle pour arriver dans le côlon. C'est pendant cette étape que l'eau, le sodium, le potassium, le bicarbonate, le complexe vitaminique B, la vitamine K et le chlorure sont absorbés. Ce qui n'est pas absorbé constitue la matière fécale et est compacté et stocké avant d'être éliminé. Le système digestif est donc un formidable outil à transformer nos aliments en nutriments utiles pour l'organisme. Mais on ne peut parler de digestion et d'assimilation sans ouvrir le chapitre du microbiote, car sans lui, les choses ne se passeraient pas de la même manière. Comprenez par là, pas aussi bien. Plus de 100 trillions de bactéries, virus et champignons bénéfiques vivent dans notre tube digestif, c'est-à-dire 150 fois plus que d'habitants sur Terre et 10 fois plus que le nombre de cellules contenues dans l'organisme. Ils fournissent des nutriments, aident à la digestion et nous protègent contre les microbes nuisibles. Chaque adulte abrite entre 800 et 1000 espèces différentes de bactéries pour un poids total allant de 1 à 2 kg. Ce n'est que tardivement, en 2000, que des chercheurs ont découvert que l'intestin et le côlon abritaient des biofilms composés de bactéries et de champignons très bien organisés. Ces biofilms constituent une sorte de revêtement qui recouvre la muqueuse intestinale. En occupant cet espace et en libérant certaines substances, ils empêchent que des bactéries nuisibles envahissent et colonisent l'intestin. Alors concrètement, à quoi sert ce fameux microbiote intestinal ? Il remplit 3 fonctions principales. La flore intestinale va contribuer à la digestion en dégradant certains résidus alimentaires, certaines protéines et en assimilant des nutriments. Un effet protecteur, les micro-organismes de la flore intestinale la protègent contre des ennemis microscopiques en occupant l'espace et en sécrétant des substances qui tuent des bactéries nuisibles et agissent notamment pour empêcher l'installation de certains agents pathogènes et stimuler les cellules de défense. Lien avec le cerveau. Plusieurs études montrent qu'il y aurait également une interaction entre le cerveau et le microbiote intestinal. Un bon microbiote contribue à améliorer et stabiliser le mental. Alors, quels sont les amis de notre microbiote ? Une alimentation saine et équilibrée, pauvre en viande, en sucre et en mauvaise graisse, mais riche en nutriments, en minéraux, en vitamines, en protéines et en fibres.
une activité physique régulière, ainsi qu'une bonne gestion des facteurs de stress et d'anxiété. Quels sont les ennemis de notre microbiote? Une mauvaise alimentation, certains médicaments, et le stress et l'anxiété. Que se passe-t-il si notre microbiote est en déséquilibre? On appelle cela une dysbiose. Les conséquences sont variées, d'un trouble simple à de réelles pathologies. Par exemple, les troubles intestinaux. Jusqu'à 30% de la population peut souffrir de ces troubles. On distingue deux grands types. Le syndrome de l'intestin irritable, qui concerne 15% de la population mondiale. Elle génère des douleurs abdominales, des troubles de la défécation et du système nerveux autonome. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui rassemblent la rectolite hémorragique et la maladie de Crohn. Elles engendrent une inflammation avec des lésions du système digestif. Les signes cliniques sont des douleurs abdominales, des diarrhées chroniques accompagnées de sang, des glaires, des nausées, des vomissements, de la fatigue et une perte de poids pouvant entraîner des carences. L'hyperperméabilité intestinale. On parle d'hyperperméabilité intestinale quand l'intestin laisse passer trop de bactéries pathogènes. En dehors de la dysbiose, ce phénomène peut résulter de l'antibiothérapie au long cours ou répétée, de la prise chronique d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, de la consommation chronique d'alcool, d'une chimiothérapie ou encore d'allergies et d'intolérances alimentaires telles que le gluten ou le lactose. Non traitée, l'hyperperméabilité intestinale peut conduire à l'apparition de maladies dites de civilisation, comme le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, l'asthme et les maladies auto-immunes. Alors quelles sont les sources pour améliorer et entretenir notre microbiote? Il y a les prébiotiques. Ce sont des fibres alimentaires favorisant le développement et le fonctionnement des bactéries de la flore intestinale. Les fruits, les légumes et les légumineuses sont de formidables sources de prébiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants bénéfiques pour l'équilibre de la flore intestinale. Tous les produits laitiers fermentés renferment des bactéries lactiques, de même que le miso, le tempeh et les légumes lacto-fermentés. Prendre soin de son microbiote est donc essentiel si l'on souhaite bénéficier d'une bonne digestion, d'une bonne immunité et d'une excellente humeur. Si vous vous apprêtez à manger, je vous invite à reporter à un peu plus tard le visionnage de ce chapitre, car nous allons parler du caca. Et oui, les selles en disent long sur notre santé. Les selles sont essentiellement constituées d'eau à 75% et de déchets biologiques, 25%. Parmi ces déchets, on compte des bactéries vivantes et mortes, issues du microbiote intestinal, des résidus de cellules mortes, issus par exemple du renouvellement du tube digestif, et des résidus alimentaires. Entrons à présent dans le vif du sujet. Que nous indiquent nos selles? Il faut analyser deux choses, la forme et la couleur. Tous deux sont des indicateurs à prendre en compte. Commençons par la forme. On classe les selles selon une échelle appelée échelle de Bristol. Elle comporte 7 types de selles. Type 1, petite boule de sel dur. Vous ne buvez probablement pas assez d'eau et ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes, surtout ceux qui contiennent des fibres. Type 2, en forme de saucisse mais grumeleux. C'est mieux, mais il faut manger plus de fibres et boire plus. Type 3, en forme de saucisse avec craquelure à la surface. Tout va bien, mais à nouveau, il faut boire un peu plus. Type 4, en forme de saucisse ou de churros, c'est le caca parfait. Tout va bien. Type 5, morceau irrégulier. Normal si vous allez à la selle plusieurs fois par jour. Type 6, mousseux, nous ne sommes pas loin de la diarrhée. À surveiller, peut-être trop de graisse. Type 7, complètement liquide, c'est la diarrhée. Votre corps se défend contre un intrus. La couleur de vos selles est aussi un facteur à prendre en considération. Marron, c'est la couleur parfaite, bravo. Vert, rien à craindre, tout va bien. Noir, votre alimentation comporte sans doute beaucoup de fer, ou alors il y a la présence de sang dans le tube digestif. Rouge, il se peut que vous ayez mangé des aliments rouges. Il se peut aussi que ce soit un saignement dans le tube digestif, ou encore des hémorroïdes. Jaune ou orange, sans doute trop de graisse, ou alors une malabsorption des nutriments, ou encore une maladie de cœliaque. Blanchâtre, vos voies biliaires sont sans doute bloquées. Sachez qu'un transit est considéré comme normal lorsque la fréquence d'évacuation est comprise entre 2 fois par jour et tous les 3 jours. La position que nous avons
pendant la défécation a aussi son importance. Nous sommes habitués à faire usage de sièges de toilette. Notre position est donc assise, et c'est une erreur. C'est la position accroupie qui est idéale. Elle permet une évacuation facilitée et plus rapide. Une solution simple consiste à glisser sous vos pieds un petit tabouret. Cela aura pour conséquence de faire remonter vos jambes et d'avoir la position idéale pour une défécation parfaite. Voilà, vous en savez à présent beaucoup sur votre organisme, sur le processus digestif, ainsi que sur l'absorption des nutriments. Vous êtes aujourd'hui conscient que l'alimentation joue un rôle déterminant sur votre santé et votre humeur en général. Vous avez maintenant les bonnes bases pour passer à la suite. À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.